Merci Caroline et bonsoir à tous. Comme vous le disiez, je n'ai pas l'expérience des autres membres de Géopragma, mais j'ai souhaité faire partie de l'aventure après avoir fait un constat qui est, je crois, partagé par une certaine partie de ma génération, celle née après la chute du mur de Berlin. Nous n'avons pas connu la guerre froide et nous avons été bercés au contraire par l'esprit des années 90, celui d'une fin de l'histoire, comme on disait à l'époque, avec assurance, garantie par ce que l'on appelait encore, avec assurance à l'époque, l'hyperpuissance américaine. Non que nous ayons lu à l'époque Fukuyama, mais les journaux télévisés nous montraient un monde sous contrôle, progressiste, doux et tempéré, avec certes des marges conflictuelles résiduelles, mais qui étaient régulées par une armée américaine que l'on présentait alors comme le gendarme du monde. Alors les missiles Tomahawk pouvaient bien tomber sur Belgrade, mais il y avait quelque chose de chirurgical, de froidement rationnel. Il y avait également un rapport de force qui rendait l'issue de tout conflit presque inéluctable. Le bloc de l'Ouest, qui avait remporté la guerre froide, ne pourrait pas être arrêté dans sa marche par quelque État récalcitrant ou par quelques groupes révolutionnaires qui se seraient trompés de décennies. Certes, à l'époque, il y avait bien quelques penseurs audacieux qui voyaient dans les guerres d'ex-Yougoslavie de sombres présages. Certains ici en font d'ailleurs partie. Mais force est de constater qu'ils étaient bien inaudibles parmi les voix de la pensée dominante qui ne doutaient pas encore d'elles-mêmes. Mais les années passèrent et les titres des journaux télévisés laissaient peu à peu comme l'ombre d'un doute. Et la gouvernance mondiale ne ressemblait pas à un conseil d'administration d'une grande multinationale. 2001 est arrivé, j'avais pour ma part 9 ans, les tours du World Trade Center sont tombées, puis les soldats occidentaux se sont embourbés en Afghanistan, puis en Irak. Oui, quelques moudjahidines pouvaient tenir tête à la première armée du monde. Comme les grandes guerres n'étaient plus possibles, les petites guerres prenaient leur revanche. Le monde qui s'annonçait pour ma génération n'était pas celui des journaux télévisés que nous regardions enfants. Ce que nous pouvions envisager de l'avenir n'était pas cette mondialisation heureuse que promettaient les années 91 et suivantes. Mais cette prise de conscience alors n'était que diffuse, parce que les images du 11 septembre étaient tellement extrêmes qu'elles paraissaient lointaines, l'Irak et l'Afghanistan également. Mais les événements allaient se succéder à un rythme de plus en plus rapide, jusqu'à la vague d'attentats qui secoue aujourd'hui l'Occident et en réalité le reste du monde. Avec ces événements, grandissait la certitude que l'histoire était de retour, une histoire historiquement tragique. Il n'y avait plus le village global heureux d'un côté, séparé par un mur étanche, quelques zones d'ombre, de troubles et de violence, survivance d'une époque révolue, mais il y avait au contraire un village global, agité par des passions souvent négatives, aux conséquences parfois tragiques, qu'elles soient économiques, culturelles, religieuses, politiques ou écologiques. Cette nouvelle réalité change considérablement notre manière de comprendre le monde et surtout peut-être de le raconter. C'est, je crois, l'une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité devenir journaliste. Pour comprendre le monde, il ne suffit pas d'opposer les gentilles démocraties aux méchantes dictatures, même s'il existe toujours des dictatures et des démocraties. Et de ce point de vue-là, la crise ukrainienne a été pour moi un électrochoc. La grille de lecture était en 2014 terriblement binaire. Le méchant Poutine d'un côté, les gentils Européens de l'autre. Mais rien ou presque n'a été dit sur l'histoire de l'Ukraine, sur son ouest qui dépendait jadis de l'Empire austro-hongrois, sur son est qui fut le berceau de l'Empire russe. Rien ou presque n'a été dit non plus sur les promesses faites par les Américains à Gorbatchev à propos de l'avancée de l'OTAN. Bref, on nous racontait des faits qui se déroulaient quotidiennement, mais sans leur contexte. En Syrie, la même histoire nous fut contée, celle du méchant Bachar qui allait forcément tomber puisqu'il était méchant, et des gentils rebelles qui allaient forcément gagner puisqu'ils étaient gentils. Et tout ceci allait se passer en quelques semaines, parce que le temps médiatique déteste le temps long. Mais rien de ce qui devait arriver n'arriva. Notre manière de raconter le monde, encore très années 90, patine. Elle n'imprime plus, comme on dit aujourd'hui, et elle est souvent contredite par les faits. Le référendum de 2005, déjà, ne pouvait pas être perdu, puisque l'Europe, c'est bien. Le Brexit ne pouvait arriver, puisque le nationalisme est mauvais. Trump ne pouvait pas l'emporter, puisqu'il est populiste. Plus le temps passe, et plus des pans entiers de l'actualité
échappe à la rationalité médiatique. Notre difficulté grandissante à décrire la marche du monde est l'une des raisons de la montée en puissance, probablement, des fake news, des diverses théories du complot, mais comme souvent, nous confondons les faits et la cause. Et comme de plus en plus de sujets échappent au discours médiatique dominant, l'on choisit de se demander si ces phénomènes que l'on ne comprend pas ne relèveraient pas en réalité de la psychiatrie. Comme nous ne voulons pas nous demander, ou avons du mal à nous demander pourquoi Donald Trump a été élu, nous nous demandons tous les jours à chacun de ces tweets si finalement le président américain ne serait pas fou. Déjà quelques mois après la crise ukrainienne, il en allait de même avec Vladimir Poutine. Ne serait-il pas autiste, demandaient alors les médias américains. Aujourd'hui, nous demandons également si Rodrigo Duterte aux Philippines, si Kim Jong-un en Corée du Nord ne sont pas également fous. Mais pendant ce temps-là, nous ne voyons pas que Rodrigo Duterte se rapproche de la Chine et de la Russie, dans un contexte explosif de la mer de Chine méridionale. Demandons par exemple à des Français ce qu'ils retiennent de Rodrigo Duterte. Ils retiendront probablement seulement le dictateur que par ailleurs il est. Il en va de même avec la Corée du Nord. On préfère ne pas parler de la finalité de son régime, de la stratégie de la dissuasion, de l'erreur immense des États-Unis qui ont supprimé les deux dictateurs, Saddam Hussein et Muammar Kadhafi, qui avaient fait plus ou moins le jeu du désarmement. C'est pour toutes ces raisons, parce que en tant que journaliste, je n'ai pas envie finalement de me demander si Poutine est méchant ou si Kim Jong-un est fou, mais parce que j'ai envie assez froidement de comprendre les intérêts et les passions qui conduisent le monde chaque jour à des tragédies. Pour toutes ces raisons que j'ai souhaité avec mes amis de Géopragma, m'engager dans ce nouveau think tank.